Alors, bonjour à toutes et à tous. Il y a encore quelques personnes qui sont en train de se connecter, mais on va démarrer pour respecter notre planning et notre sujet du jour. On est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle visio que vous propose la Fédération. On est dans notre cycle de visio qu'on a souhaité introduire depuis la rentrée de septembre sur un certain nombre de thématiques. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un point essentiel dans la réussite de nos structures, c'est-à-dire recruter et former. On est au mois de mars. L'actualité nous montre qu'on est toujours concerné par les recrutements, mais on se doit aussi de préparer la rentrée, de préparer septembre, et on a estimé que c'était le bon moment pour en tout cas en parler avec vous. Je vais laisser les intervenants développer tout ce qu'ils ont préparé. Simplement, ce qui est important d'avoir, qu'on ait tous à l'esprit pour cette rencontre et cet échange, c'est que vous allez avoir une présentation des différents métiers, des différents cursus, des différents diplômes. Vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le recrutement et la formation, c'est notre affaire. Ce n'est pas qu'une question de diplôme, c'est surtout une question de mobilisation. Les gens que vous voulez recruter, les futurs enseignants aujourd'hui, ils sont dans vos clubs, ils sont dans nos clubs. Et c'est important qu'on ait ça en tête. C'est important qu'on aille faire de la détection, qu'on se dise qu'on va trouver les bonnes personnes et ensuite les rentrer dans un cursus de formation qui permet une évolution tout au long de la vie. Aujourd'hui, on est à la fois des recruteurs, on est des formateurs, on est des tuteurs, et c'est important qu'on ait ça en tête parce que les problématiques de recrutement qu'on peut avoir aujourd'hui, vous le savez tous, c'est pas que des CV qu'on va recevoir pas assez ou en quantité, etc. C'est véritablement d'aller chercher déjà dans nos structures les personnes que vous connaissez, que vous allez pouvoir former, qui connaissent la structure, la cavalerie, qui ont un engagement chez vous et qui vont faire un bout de chemin avec vous. Voilà, c'était simplement ce message introductif qui est hyper important dans ces quelques propos d'introduction. Pour cette visioconférence, on a la chance d'avoir Olivier Simon, qui est l'adjoint à la directrice technique nationale, qui interviendra, Céline Marche, qui est la responsable du CFA de la Fédération, et on a également avec nous Fabrice Coussière, qui est formateur et qui a un centre de formation dans le Finistère. Je les remercie déjà d'avoir préparé tout ça pour vous. Je vais leur céder la parole pour que l'on débute dans le vif du sujet. N'hésitez pas tout au long de la visio à poser vos questions. Il y a un chat qui est fait pour ça et les intervenants, au fur et à mesure de leurs interventions, vont déjà vous répondre. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre en direct et bien sûr de garder à un moment à la fin un temps d'échange si vous avez quelques questions à nous poser. Voilà. Je vous remercie encore énormément d'être si nombreux pour cette question essentielle pour la vie de nos structures et je vais laisser la parole à Olivier Simon pour débuter. Merci beaucoup, Julien. Bonjour à tous. Écoutez, effectivement, je suis ravi de voir que vous êtes aussi nombreux parce que, pour rebondir sur ce que vient de dire Julien, je pense que c'est un vrai sujet stratégique pour l'ensemble de la filière. Donc, je vous propose d'avancer assez rapidement. On peut peut-être avancer un tout petit peu les diapos, Emma, s'il te plaît. Voilà. Juste deux, trois petits chiffres pour se mettre en jambes. La filière cheval, donc tout l'ensemble, c'est-à-dire avec les courses, l'élevage, etc., ce sont 150 000 emplois. Au sein de cette filière, le secteur équestre, de l'équitation, c'est vraiment le premier employeur et ça représente un tiers des emplois de cette filière-là. C'est vous dire si l'enjeu est important. Donc, pour rebondir sur ce que disait Julien, bien sûr que c'est 4 points un petit peu de contexte et de constat. C'est extrêmement stratégique parce que, on le sait, c'est le premier facteur de développement des clubs. Vous le savez, vous le vivez, je pense, tous au quotidien. On est dans une situation de tension de l'emploi comme rarement on a connu. On sait à peu près pourquoi, c'est-à-dire qu'on a eu une des rares activités à avoir, pour ne pas dire la seule,
à avoir un développement pendant le Covid. Et ne serait-ce que pour pourvoir aux besoins des entreprises, du développement, on manque aujourd'hui encore de diplômés. Et puis s'ajoute à ça un certain nombre de transformations sociales. Vous en entendez, on en entend tous parler, je pense, à la télé. Le rapport au travail change. Il y a des choses qui évoluent dans la manière de travailler, donc il faut aussi qu'on apprenne à s'adapter à ça. Et enfin, pour terminer sur ces constats, c'est ce sur quoi a ouvert Julien, et je pense qu'il a vraiment raison d'insister là-dessus. C'est un enjeu collectif et on va essayer de vous le présenter comme tel aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet des centres de formation ou des employeurs qui cherchent des salariés, mais il faut qu'on arrive à prendre ce sujet tous ensemble à bras-le-corps et en faire un peu une grande cause nationale, faute de quoi, et c'est déjà le cas d'un certain nombre d'entre vous, vous ne serez plus en capacité de mettre des enseignants en face de vos élèves. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, dans cette visio, on va essayer d'aborder un petit peu les points suivants, c'est-à-dire comment élargir notre base de recrutement en ayant une vraie dynamique de promotion des métiers, comment derrière pouvoir investir dans la professionnalisation des jeunes. Il faut que chacun puisse jouer son rôle et c'est pour ça qu'on est dans quelque chose où c'est important de le prendre en compte de manière collective. Et puis, il y a un dernier point qu'on n'abordera pas forcément aujourd'hui, mais pour vous dire qu'il y a aussi des choses qui se préparent au sein de la fédération, justement pour évaluer un petit peu comment on doit s'adapter dans les années à venir. Et on reviendra rapidement vers vous, devrait être lancé dans les mois qui viennent, des assises métiers qui permettront justement de réfléchir ensemble, tout l'ensemble des professionnels sur ces sujets-là. Donc, moi, je vais principalement intervenir sur comment identifier, conseiller, orienter les gens, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas quelqu'un qui finit par faire ce métier qui n'est pas issu de vos clubs. Donc, vous êtes le premier point de contact avec les futurs professionnels de l'équitation. Alors, comment fait-on pour devenir moniteur? Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes le premier point de contact d'un projet d'orientation professionnelle. On a tous eu cette question. Et ça va de l'enfant de 10 ans à quelqu'un qui a un projet plus proche de professionnalisation. Donc là, je vais essayer de vous donner vraiment les clés pour d'abord valoriser les atouts de nos métiers et évaluer la motivation des jeunes, apporter un premier niveau de réponse à un projet d'orientation professionnelle, puisque c'est vrai que quand on vous pose la question, on a tous fait ce parcours-là, donc on a quelques billes, mais essayez de vraiment vous donner quelques billes par rapport à ça. Et puis, vous donner peut-être une ou deux pistes aussi pour comment, quand vous avez des gens dans votre club, dans votre vivier de recrutement, pouvoir déjà préparer, accompagner la transition d'amateur à professionnel. Alors, valoriser les atouts de nos métiers. C'est vrai que souvent, on peut, nous les premiers, hein, on peut porter un regard un petit peu critique sur nos métiers. Et il faut y faire attention. C'est-à-dire que bien sûr que c'est important, il faut rester en réflexion, il faut rester en vigilance, mais il faut qu'on fasse très attention sur la manière dont on s'exprime vis-à-vis de nos métiers. Qu'on en parle entre nous, c'est très important, mais il faut quand même qu'on apprenne aussi à regarder, malgré tout, la chance qu'on a. Ce sont des métiers d'avenir parce qu'ils sont en phase avec leur époque. Aujourd'hui, le sens de l'époque, c'est que les gens sont en recherche croissante de sens dans leur travail. C'est un boulot ce sont des métiers avec une forte valeur ajoutée éducative qui sont en lien avec le vivant et la nature et qui en plus sont tout à fait dans l'esprit du développement durable et du local qui sont deux choses très à la mode. Bien sûr, des métiers passion qui offrent des débouchés variés. Alors, je ne vous fais pas le dessin, puisque si on est là, c'est qu'on a tous vécu ça, évidemment, l'attractivité du cheval et du poney.
mais aussi une grande diversité de parcours possibles, avec de nombreuses évolutions possibles, tant dans les spécialisations, dans les responsabilités, jusqu'à la direction, la création, la reprise d'entreprise, donc vraiment avec des possibilités d'évolution professionnelle qui existent. Alors, un point important dans le dialogue qu'on peut avoir avec, bien sûr, les jeunes qui posent la question, mais aussi leur famille. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est peut-être moins rassurant de savoir que son enfant a comme projet de devenir moniteur d'équitation que médecin ou avocat. Et à cet égard, il faut vraiment qu'on ait aussi un certain nombre d'arguments pour rassurer les familles. C'est une véritable filière de métier, on vient d'en parler, si vous êtes là, c'est que vous en vivez, avec, compte tenu de ce qu'on s'est dit juste avant, une insertion professionnelle vraiment garantie, des diplômes qui sont reconnus, qui permettent aussi la poursuite ou la reprise d'études, et puis une activité au contact de plein de publics, qui permettent de développer un véritable réseau, et ce qui est souvent aussi, y compris quand on veut se réorienter, une bonne opportunité pour pouvoir rebondir professionnellement. Alors, maintenant, on va rentrer plutôt dans comment accompagner un projet d'orientation. Il y a différents critères à prendre en compte. Évidemment, l'âge, le niveau scolaire, le niveau technique, et puis aussi quelque chose qui a toujours eu énormément d'importance, mais en a plus que jamais, le niveau d'homme, on devrait dire plutôt d'ailleurs de femme de cheval, puisque aujourd'hui, avoir une très bonne connaissance du cheval, de son mode de vie, de son mode de communication, etc., c'est quelque chose qui devient absolument incontournable dans nos métiers. Par rapport à ça, il y a différents niveaux de réponse, et je vais après vous proposer un petit schéma qui va vous permettre de vous repérer un petit peu là-dedans, même si je pense que vous êtes déjà bien au clair. Il y a déjà un certain nombre de choses qu'on peut faire au sein du club. La capacité détenteur d'équidés qui permet vraiment de monter en compétence sur la connaissance du cheval, l'animateur poney bénévole, les degrés, et un brevet fédéral de soigneur animateur dont je vous parlerai un tout petit peu plus en détail. Ensuite, sur la filière enseignement, il y a tous les diplômes de l'enseignement agricole. Il y a les diplômes fédéraux qui sont en fait, le bon terme, ce sont des titres à finalité professionnelle, c'est-à-dire l'animateur d'équitation, l'accompagnateur de tourisme équestre, et un qui est en cours de création pour remplacer deux options qui ont été supprimées de la dernière rénovation du BP. C'est un moniteur d'équitation, option attelage ou option équitation western. Et puis enfin, il y a toutes les filières de diplômes d'État que vous connaissez, le BP, le DE et le DES, qui restent aujourd'hui encore le principal, comment dire, c'est là où le plus grand nombre de diplômés, puisqu'en fait le métier de moniteur d'équitation, qui reste bien sûr le métier pivot, c'est quand même par l'intermédiaire du BPGEPS qui se prépare. Alors, quand vous faites face à une demande, j'ai essayé de faire un petit schéma, alors qui est forcément un petit peu incomplet, mais ça permet quand même d'essayer de se situer. Vous avez en bas sur l'axe, finalement, les 4 grands types de demandes que vous pouvez avoir, les grands profils de personnes qui sont susceptibles de venir vous interroger. Donc, dès qu'on se situe avant la 3e, je pense que c'est important, et c'est aussi un bon argument pour les familles d'expliquer aux jeunes et à leurs parents que même si on veut s'engager dans ces métiers-là, c'est quand même pas mal de suivre un petit peu, de poursuivre un petit peu l'école. Et donc, il y a déjà à ce niveau-là, avant de s'engager dans une voie professionnelle, un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Vous avez les diplômes dits des degrés, j'y reviendrai un tout petit peu avant, qui sont vraiment des filières de préparation plutôt sur le volet technique, mais avec une finalité professionnelle. Ensuite, vous avez plus sur le volet animation, l'animateur poney bénévole, qui permet de s'initier, et surtout aussi peut-être parfois de se tester sur
voilà, est-ce qu'on est vraiment fait pour ce métier-là, en accompagnant. Ça, c'est vraiment un diplôme qui vise que vous pouvez d'ores et déjà faire préparer dans vos clubs dès 14 ans. Et ça correspond bien souvent au projet des ados qui veulent prendre un tout petit peu plus de responsabilité en vous aidant, en aidant la préparation, etc. Donc, c'est évidemment toujours sous la responsabilité, sous votre responsabilité d'enseignant. Et puis, vous avez un brevet fédéral qui est en cours de finalisation et qui est déjà en partie opérationnel puisqu'il est intégré à l'animateur d'équitation. Il permet d'être préparé en 2 ans. Et celui-là, il va viser exactement la même chose, sauf qu'on va être vraiment sur l'animation hors pratique. Donc, tout ce qui est animation, et notamment dans la découverte du cheval, aux écuries, dans la vie du club, etc. Et il ajoute en plus un volet perfectionnement technique qui est intéressant. Et tous ces produits-là fédéraux, ils vous permettent déjà de proposer aux jeunes de tester un petit peu les choses, de participer à la vie du club et de prendre aussi un petit peu d'expérience parce que tout ça, c'est de l'expérience qu'ils vont accumuler pour la suite et qui vont les préparer si vraiment ils décident de s'engager là-dedans. Ensuite, post-troisième et jusqu'au bac, on a en gros une bonne partie des gens qui continuent de poursuivre leurs études au lycée ou dans une filière. Et ces gens-là, ils peuvent, en parallèle de ça, utiliser les mêmes outils que ceux qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les degrés et les brevets fédéraux, soit d'animateurs poney bénévoles, soit de soigneurs animateurs. Pour ceux qui sont un petit peu plus en rupture avec le système scolaire classique, il y en a un bon nombre qui s'engagent dans la filière agricole et pas plus tard que jeudi dernier, on a signé une convention avec le ministère de l'Agriculture justement pour aussi préparer, intégrer de la formation technique et de la formation à l'animation en biqualification dans un certain nombre de filières agricoles. Je pense notamment au bac pro CGEH qui sont souvent faits en amont de l'entrée en AE ou en BP, de façon à ce que les jeunes soient le mieux préparés possible quand ils rentrent dans nos formations. Et enfin, pour ceux qui veulent vraiment peut-être encore un petit peu plus les plus éloignés, on va dire, du système scolaire et qui ont besoin vraiment de concret, il existe maintenant une possibilité de préparer donc le diplôme d'animateur d'équitation dès 16 ans, alors uniquement en apprentissage et à partir du galop 3. C'est un diplôme qui jusque-là était accessible avec le galop 5 quand on le faisait en apprentissage. Là, on a rallongé la durée d'1 an pour pouvoir élargir vraiment notre base de recrutement. Ensuite, dès lors qu'on arrive au niveau du bac, post-bac, aux alentours de 17-18 ans, on va avoir différents choix possibles d'orientation. Et ces choix-là, la plupart du temps, ils sont vraiment déterminés par le niveau technique qui est quand même le premier frein, on va dire, à l'entrée en formation. Si vous avez des gens qui ont un niveau assez faible, c'est-à-dire galop 3 ou plus et inférieur à l'étage supérieur, ils peuvent cela s'engager dans une formation animateur d'équitation en 2 ans et après poursuivre sur un BP en 1 an ou en 2 ans. En règle générale, 3 ans, ça suffit, mais si vraiment il y a besoin de maturité professionnelle, ça peut aller jusqu'à 4 ans. Ensuite, vous avez des gens qui ont un niveau galop 5, 6, voilà. Donc pour les premiers, si c'est plutôt galop 5, la formule la plus adaptée, ça sera plutôt de commencer par faire un animateur d'équitation en 1 an et d'enchaîner sur un BP en 1 an. Si vous avez des bons galops 6 avec un petit peu de préparation, ceux-là, ils vont plutôt avoir un profil de faire un BP en 2 ans. Et puis, j'ajoute évidemment l'accompagnateur de tourisme équestre pour ceux qui ont plutôt un projet autour de l'équitation de pleine nature, où là, on sera plutôt sur une durée, on peut le faire, on va voir juste après, un petit peu plus courte, sur une durée d'1 an, ça me semble être le minimum. Et puis, pour ceux qui ont un bon niveau technique, alors idéalement, c'est galop 7, et s'il y a une expérience de niveau
compétition amateur, moins amateur 2, on peut envisager facilement de faire un BP sur un an ou un ATE sur une durée plus courte. Et pour ceux qui sont les plus compétitifs, évidemment, ils peuvent s'orienter vers le DEGEPS, qui vise plutôt des fonctions d'entraîneur. Après, je vous invite vraiment sur ce diplôme-là, autant quand il est fait par des gens qui sont enseignants déjà et qui se perfectionnent là-dedans, c'est quelque chose dont on sait que ça fonctionne bien. Les gens qui veulent, les jeunes, sauf s'ils ont vraiment un très bon niveau technique, le métier d'entraîneur, il est pas, comment dire, la plupart du temps, ils finissent par se retrouver à travailler en poney club parce que personne ne les attend pour aller entraîner des gens en compétition amateur s'ils n'ont pas eux-mêmes un gros background sportif. Ensuite, le dernier public auquel vous êtes amené éventuellement à faire face, c'est plutôt des adultes qui ont déjà une première vie professionnelle. Souvent, ce sont des profils plutôt intéressants parce que quand ils arrivent là, c'est plutôt quelque chose de choisi. Non pas que ce ne soit pas le cas pour les autres, mais en tout cas, avec une certaine maturité, c'est souvent des profils qui sont intéressants parce qu'ils permettent à la filière de s'enrichir aussi de gens qui ont d'autres comment dire, d'autres expériences dans d'autres milieux et qui parfois nous apportent pas mal de choses. Pour cela, il existe des possibilités d'aménagement de parcours en fonction de leur expérience antérieure. Et tout ça peut aussi, par ailleurs, être combiné avec de la validation des acquis de l'expérience. Voilà, donc ce schéma qui est, pardon, le descriptif était un petit peu long, mais vous l'aurez dans la présentation de la visio qui vous sera transmise après. Et en tout cas, ça peut vous permettre, j'espère, de vous aider à vous repérer pour bien conseiller les gens dans vos structures. Un petit focus sur les degrés de la fédération. Ce sont des diplômes qui existent depuis quelques années maintenant, partant du principe et du constat que les galops, ce sont vraiment des diplômes de pratiquants, d'accord, de loisirs et qui sont à la main des enseignants. C'est plus un plan de fédérale formation que à la disposition des enseignants que des diplômes qui, en tout cas, les exigences techniques, c'est vraiment un frein important. Et dès lors qu'on s'engage dans une voie professionnelle, on va être plutôt dans la recherche de compétences équestres spécifiques. Les galops, ils visent la filière sportive, voilà, selon la filière de galop dans laquelle on s'engage, mais en tout cas, quand on est dans une filière plutôt générale, évidemment, on est plutôt sur une finalité souvent compétitive. La compétence équestre d'un enseignant d'équitation, elle comprend ça, bien sûr, mais elle va au-delà de ça et elle est plutôt dans la préparation de la cavalerie d'école, le dressage, maintenir son niveau de dressage, le reprendre quand il y a besoin, etc. Et il y a une vraie valence de travail du cheval qui est très importante et qui est vraiment bien abordée dans ces filières de galop. Donc, cette filière, elle permet d'avoir des examens qui sont organisés de manière, comment dire, plus formelle. Et du coup, quand ils sont délivrés, ils permettent d'acquérir un certain nombre pardon, j'ai un petit trou d'équivalence, voilà, ça y est, d'équivalence avec les formations professionnelles. Notamment, le degré 2, par exemple, va permettre de dispenser des tests d'entrée en BP, et le degré 3 de la pratique en sortie du BP, etc. Et vous avez 6 niveaux de degrés, donc je vous invite, vous trouverez tout ça sur le site de la fédération. Voilà, en conclusion, avant de passer la parole à Céline Marche, un vrai sujet donc, qui nous concerne tous, une vraie attention à valoriser nos métiers et puis une multitude de parcours qui sont vraiment adaptés aux différents profils. Vous voyez bien dans le schéma que je vous ai présenté juste avant que selon voilà, le profil des gens qui viennent vous questionner, on a des solutions à leur proposer. C'est rare qu'on n'ait pas quelque chose
qui leur permettent de rentrer dans la filière de métier, quel que soit le niveau auquel on souhaite les laisser rentrer. Voilà, donc Céline, je te passe la parole et je vais pendant ce temps-là aussi répondre aux questions auxquelles il n'aurait pas été répondu peut-être dans le chat. Oui, ben bonjour tout le monde, merci Olivier. Cette deuxième étape, lorsqu'on a réfléchi à cette visio, en fait, après la phase d'orientation, il est très fréquent que le jeune vous demande de l'accueillir dans votre entreprise pour le stage de mise en situation professionnelle. En effet, toutes les formations AE, ATE ou BPGEPS sont toutes mises en place selon les modalités de l'alternance, c'est-à-dire qu'elles alternent des périodes en centre de formation et des périodes en entreprise. Dans cette deuxième partie, on va voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre le statut de stagiaire et le statut d'apprenti. Ensuite, nous verrons les points clés pour mettre en place le tutorat pédagogique dans l'entreprise. Et nous verrons que en 2022, la nouveauté est quand même l'ouverture du concours Meilleur apprenti de France pour les apprenants en formation au métier d'enseignant d'équitation. Alors, apprenant, ça inclut bien sûr apprentis et les élèves sous stagiaires de la formation initiale. Et nous verrons en quoi ce concours est vraiment une belle avancée pour nos métiers dont le grand public a pris connaissance à travers des émissions telles que Top Chef. Tout le monde connaît. Alors, les formations AE, ATE, BP, comme je le disais, sont toutes selon les modalités de l'alternance. Elles sont également toutes ouvertes à la voie de l'apprentissage. En ce qui concerne l'âge minimal, tout d'abord, l'âge minimal est défini réglementairement. 16 ans pour l'AE, 18 ans pour le BPGEPS et la TDE. Dans le cadre du statut de stagiaire, il n'y a pas de limite d'âge. Dans le cadre d'un apprenti, l'âge limite est fixé à 29 ans. À noter, bon, on peut avoir une dérogation au-delà de 29 ans dans le cadre de personnes en situation de handicap. Attention, là, on est vraiment dans le cadre de handicap très lourd qui ne correspondent pas forcément à nos métiers, ou pour une personne qui serait en phase de création ou de reprise d'entreprise. En ce qui concerne le volume horaire minimal en entreprise, là aussi, il est défini réglementairement. Dans le cadre du statut de stagiaire, il faut savoir que néanmoins, cette période en entreprise n'excède jamais plus de 60% du volume total de formation. Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, le Code du travail impose 70% du temps minimum en entreprise, et ce, quel que soit le diplôme. Lorsque vous recevez votre stagiaire, un stagiaire, vous l'inscrivez dans le registre des stagiaires. L'apprenti, en tant que salarié, est à inscrire dans le registre du personnel au même titre que votre personnel salarié. En termes de rémunération, les stagiaires reçoivent une gratification qui est un pourcentage du plafond de sécurité sociale. Donc, actuellement, on est à 3,90 € de l'heure en entreprise. Et ce, dès lorsque les stages en entreprise ont un volume horaire minimal de 309 heures, ce qui est le cas pour les formations AE et BP.
donc une gratification, et cette gratification est versée pour tous les stagiaires, quelle que soit leur tranche d'âge. Du côté de l'apprentissage, l'apprenti touche un pourcentage de son SMIC allant de 41% à 100% du SMIC en fonction de sa tranche d'âge. L'autre différence porte que du côté stagiaire, nous n'avons pas d'aide employeur. Du côté apprenti, une aide employeur est versée par l'État. En temps normal, cette aide employeur est à 4 125 € pour un contrat d'apprentissage de 1 an. Actuellement, pour tous les contrats signés avant le 30 juin 2022, cette aide est de 8 000 €. Il y a quand même des signes très forts en ce moment, comme quoi cette prime serait repoussée et reconduite pour tous les contrats signés avant le 31 décembre 2022. Pour l'instant, le décret n'est pas encore passé, donc cette prime aujourd'hui n'est valable que jusqu'au 30 juin. Une autre petite information, et ça malheureusement on sait que c'est pas toujours bien appliqué parce que méconnaissance, les stagiaires ne peuvent pas travailler le dimanche et les jours fériés. Ils n'ont pas de statut de salarié dans l'entreprise, donc la convention collective ne s'applique pas au statut de stagiaire en formation initiale. Quand l'apprenti, en tant que salarié de l'entreprise, peut travailler le dimanche et les jours fériés, sauf bien entendu les apprentis mineurs. Donc, un apprenti est soumis aux mêmes conditions de la convention collective des salariés des centres équestres. Voilà un petit peu les grandes différences entre les deux différents statuts. Si vous voulez choisir, voir le statut qui vous intéresse le plus, c'est bien, il va falloir prendre en compte le diplôme, l'âge, la durée de la formation. Cependant, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, on se rend bien compte que si vous souhaitez former pour recruter un futur collaborateur, ce type de contrat permet quand même aux jeunes d'acquérir une culture salariée de l'entreprise à travers un contrat de travail, des bulletins de salaire mensuels, le respect d'horaires de travail, etc. En ce qui concerne les simulations, je n'avais pas tout à fait fini. Vous pouvez trouver sur Internet des simulateurs de gratification et de rémunération de contrats d'apprentissage. Le site du ministère du Travail permet également de comparer les deux. Surtout lorsque vous avez une tranche d'âge. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ces deux différents statuts, vous pouvez aller dans l'espace ressources du site ffe.com. Attention, il faut être connecté avec vos codes club. Et une fois que vous êtes connecté à l'onglet ressources, vous allez dans l'onglet social, puis former. Et vous avez une page qui est réservée à l'apprentissage ainsi qu'une page qui est réservée aux stagiaires en formation initiale. Alors, on va passer maintenant au point clé du tutorat pédagogique. Les conditions pour pouvoir accueillir un stagiaire AE, ATE ou BP. Là aussi, elles sont définies par les règlements des titres à finalité professionnelle d'animateur d'équitation et d'accompagnateur de tourisme équestre. Dans ces deux formations-là, les entreprises doivent détenir un label. Alors, un label École française d'équitation, c'est-à-dire Cheval Club de France ou Poney Club de France pour les formations AE, et Centre de tourisme équestre pour la TE.
Le fait que les entreprises détiennent ces labels permet de garantir aux futurs stagiaires que la structure répond bien à des critères qualité, tant en termes d'infrastructure qu'en termes d'organisation pédagogique et administrative. Une deuxième condition du côté de l'entreprise porte sur le nombre de licenciés et ou d'équivalents de journées de randonnée. Et ces conditions permettent également d'assurer que le nombre de stagiaires ou d'apprentis est bien en adéquation avec l'activité de l'entreprise et qu'ils vont pouvoir vivre tout au long de leur formation ou rencontrer différents types de publics qui vont faire que leur formation en entreprise soit efficiente. À savoir que dans le cadre des formations BP, ce sont les organismes de formation qui déterminent les critères de choix des entreprises à travers leur dossier d'habilitation auprès des DRAGES. Mais il faut savoir quand même qu'en règle générale, ces organismes de formation se basent sur des critères similaires à ceux que nous venons d'évoquer. Alors, du côté maintenant du tuteur ou du maître d'apprentissage, là aussi, la référence sont les règlements des diplômes et des titres et le code du travail dans le cadre des contrats d'apprentissage. Alors, le tuteur ou le maître d'apprentissage doit être titulaire d'un diplôme de niveau 4 dans le domaine de l'encadrement des activités équestres depuis plus de 2 ans ou 3 ans, ça c'est selon la formation. Au niveau des formations AE et ATE, un tuteur, un maître d'apprentissage peut encadrer 2 par tranche de 100 licences. Le Code du travail, lui, spécifie qu'un maître d'apprentissage qui est salarié ou le dirigeant non salarié ne peut encadrer que maximum 2 apprentis, toute formation continue. C'est-à-dire que si vous avez un apprenti, bac pro et un apprenti animateur d'équitation, eh bien, vous ne pouvez pas avoir un apprenti BPGEPS ou un deuxième bac pro, etc. Attention, dans le cadre de l'apprentissage, on est bien sur un nombre limité de 2 maximum par maître d'apprentissage. Oui, et pardon, je me permets juste de te couper une seconde, Céline. Oui. Il y a aussi d'autres réglementations qui se croisent, hein, parce que le nombre de stagiaires, y compris en convention de stage, etc., est limité aussi par d'autres réglementations, le code de l'éducation ou la formation professionnelle d'une manière plus large. Concrètement, ce que vous pouvez retenir, c'est on ne peut pas avoir plus de 2 personnes en tutorat, quel que soit le statut. Ce n'est pas que l'apprentissage, c'est pour l'ensemble. Si vous avez déjà un stagiaire, entre guillemets, en formation payante et un apprenti, vous ne pouvez pas tutorer plus de ces 2 personnes-là. Donc après, ça veut dire qu'il faut être plus nombreux dans l'entreprise pour accueillir plus de stagiaires. Voilà, merci de cette précision, Olivier. On va rentrer un petit peu plus dans les points clés du tutorat pédagogique et notamment à travers les missions d'un tuteur ou d'un maître d'apprentissage. C'est important, ces missions sont importantes parce que la qualité de la formation de ces futurs professionnels dépend grandement de la qualité de ce tutorat pédagogique. Le fait de passer de l'autre côté de la barrière, des fois, ça peut être difficile. Vous devez également faciliter son intégration dans l'entreprise en préparant et en organisant son activité. Votre mission est de le former à son
futur métier en accompagnant et en optimisant la transmission des compétences. Attention, former un futur métier, ce n'est pas préparer un examen, même si à un moment donné, toute phase de formation passe par une forme de répétition des épreuves de l'examen. Ce n'est pas le but, hein. Vous êtes là pour les accompagner à un futur métier. Et surtout, ce qui est important, c'est de suivre et d'évaluer sa progression tout au long de la formation en liaison avec l'organisme de formation et vous pouvez tout à fait les contacter si vous pouvez rencontrer un problème. Il vaut mieux tirer la sonnette d'alarme le plus vite possible. Alors maintenant, comment mettre en œuvre ce tutorat pédagogique? Tout d'abord, on va passer à la slide suivante. Voilà. Il faut réussir le premier contact. Même si votre cavalier, si c'est un cavalier qui monte habituellement dans votre structure, il est bien un peu de formaliser ce changement de statut à travers un rendez-vous. Et ce rendez-vous doit être pris à un moment donné où bien sûr vous êtes disponible. C'est-à-dire, on évite bien sûr le mercredi à 14 h. Et ce rendez-vous se fait de préférence avant le début de la formation. Vous présentez le stagiaire à l'équipe et l'équipe au stagiaire. Vous sollicitez la disponibilité des membres de la structure. Ça peut inclure le personnel soignant, même si dans nos structures, on sait que tout le monde est plutôt multicasquette, mais des fois, il peut y avoir du personnel qui n'est pas présent le mercredi et le samedi. Donc, le présenter à la totalité de l'équipe est important. Et bien sûr, lors de cette présentation, préciser bien le rôle et les responsabilités de chacun au quotidien, mais également dans la formation du jeune. La découverte de la structure, surtout si le cavalier n'est pas, ne faisait pas partie de vos cavaliers licenciés précédemment, on présente la cavalerie et les grandes règles de fonctionnement de la structure. C'est aussi dans le cadre de ces formations-là le moment de commencer, notamment en début de formation, à lui parler du projet pédagogique et du projet de club de la structure. Ensuite, l'idée est de bien clarifier les règles du jeu. Il faut bien comprendre que la plupart des stagiaires ou apprentis n'ont pas nécessairement l'expérience d'une vie professionnelle. Et donc là, il est important de faire avec lui, notamment la première semaine de formation, toutes les informations qui concernent bien votre structure. De toute façon, cette fiche, elle est disponible dans les livrets pédagogiques de chaque diplôme. Je vais préférer abréger un petit peu, et elle sera également disponible avec le replay de la vidéo dans la médiathèque. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations un petit peu plus tard. On va passer un petit peu vite parce que je vois que l'heure tourne et on va passer au concours meilleur apprenti de France. Voilà. Le concours meilleur apprenti de France, c'est un lien avec les évolutions sociétales. On voit l'importance qu'ont pris ce concours dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, mais également de l'artisanat. C'est vraiment une opportunité pour tous les acteurs, ce concours. Pour les participants d'abord parce que c'est un levier d'insertion professionnelle, hein. C'est un gage de qualification
et de compétences pour les participants et pour les gagnants. Pour les organismes de formation, ça permet de montrer que la formation professionnelle est une voie de formation d'excellence et de réussite. Les organismes de formation, à travers ce concours, peuvent démontrer de l'efficacité de leur formation et éventuellement créer des vocations en termes de recrutement, puisque il y a énormément de campagnes de communication qui suivent ce concours. Et pour les entreprises, le maître d'apprentissage ou tuteur, c'est vraiment une image que vous pouvez développer en termes d'engagement dans le projet professionnel des jeunes et que vous avez un véritable savoir-faire et souci de transmission aux futures générations. En conclusion, pour cette partie 2, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que l'entreprise est un lieu de formation à part entière, au même titre que le centre de formation. Accueillir un stagiaire ou un apprenti, ça ne s'improvise pas, même s'il fait partie de vos cavaliers pratiquants licenciés et que vous souhaitez les accompagner un petit peu plus loin. Et le concours MAF est vraiment également pour vous un axe de valorisation pour la fonction de tuteur et d'aide d'apprentissage. Donc, j'ai accéléré un petit peu sur la fin pour passer la parole à Fabrice Coussière qui va vous présenter cette fois-ci le point de vue du côté organisme de formation. Merci Céline. Bonjour à tous. Effectivement, ça va avoir un peu de redondance avec ce que mes collègues viennent de dire, mais l'idée c'est de rapporter un petit peu de terrain justement sur les profils des candidats. Là, en OF, c'est vrai que tout d'abord, il est important de bien définir le caractère assez hétéroclite des profils dans ces formations-là. On a effectivement la formation initiale et la formation continue et ça c'est vraiment différent parce qu'on n'a pas affaire du tout au même public. Et puis bon, après ça ajoute à cela effectivement l'apprentissage et la reconversion professionnelle. Dans ces différents cas, en fait, il nous arrive assez fréquemment de rencontrer les mêmes profils chaque année de candidats. À savoir que sur les formations initiales, on a affaire à des jeunes candidats. Alors je vous parle de l'AE parce que nous on forme sur l'AE et le BPGEPS. Mais là, sur les formations initiales des jeunes candidats à l'AE, en fait, la plupart, ils sont tous sortants du système scolaire et ils ont pratiqué une équitation de loisirs, comme on a pu en discuter tout à l'heure avec l'entendre tout à l'heure avec Olivier. Et ils ont en règle générale une idée assez sommaire de ce qu'est le métier d'animateur et ce qui va avec. Et en fait, nous, en formation, on se rend bien compte que c'est la première cause assez régulièrement d'abandon parce qu'ils découvrent, et ça c'est Céline qui nous en a parlé, mais ils découvrent l'envers du décor. L'enseignant ne donne pas que des cours. Il faut encore qu'il s'occupe des écuries, des soins aux chevaux, de l'accueil des cavaliers, de l'entretien des espaces d'évolution. Ils montent à cheval finalement que quand les tâches sont accomplies. Et puis les journées sont longues, répétitives, et puis ça ne ressemble pas forcément à l'idée qu'ils s'en faisaient. Et du coup, c'est vrai que là, ils prennent un petit coup d'épée sur la tête, arrivé à la fin du premier trimestre, parfois même avant. On en discutera un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que nous, sur les candidats que nous avons, assez régulièrement, ça arrive. C'est vrai qu'en moyenne, sur des profils en revanche de formation continue ou des post-bac agricoles, on a des candidats qui s'intègrent plus facilement à la vie du club parce qu'ils ont déjà une culture équestre plus avancée. Et effectivement, ils retrouvent tout de suite plus de choses connues et effectivement, ça les effraie moins. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sur la maturité des candidats, ça c'est vraiment le point important en fait dans la réussite de l'apprentissage du métier. C'est pourquoi et c'est vraiment nécessaire de bien choisir les centres de tutorat. Et on voyait là, on peut effectivement en fonction du nombre de licenciés prendre un certain nombre de stagiaires. C'est vraiment important effectivement parce qu'on va revenir sur le temps que le tuteur a apporté, à accorder aux stagiaires.
On veille, nous, dans les centres de formation, on veille vraiment à trouver des centres qui sont bienveillants, qui sont impliqués dans la formation, désireux de transmettre leurs connaissances afin de former des professionnels de demain. Dans l'accompagnement d'un jeune en formation initiale, c'est vraiment prépondérant, ce qu'on disait, d'avoir un tuteur qui soit expérimenté, et qui ait le temps de s'en occuper. Et puis d'ailleurs, c'est aussi un parti pris pour les entreprises qui peuvent accueillir, parce qu'effectivement, les entreprises tutorales comme ça, elles peuvent devenir les futurs employeurs de leurs propres élèves. C'est un bon moyen, effectivement, quand on prend un élève en formation en AE et puis sur le BP derrière, effectivement, pourquoi pas, puisque l'AE, c'est un vrai tremplin sur le BPGEPS, de pouvoir former le moniteur qu'on a envie d'embaucher derrière, quoi. Donc, ça, c'est un terrain intéressant, effectivement, quand on a une entreprise effectivement, où vraiment on a le temps de s'occuper. Là, nous, on rencontre aussi des entreprises, effectivement, avec 100, 105 licenciés, là, parce que bon, ça, ce sont des chiffres, mais dans l'idée, c'est vraiment que l'entreprise qui accueille, elle ait vraiment du temps à accorder à son élève. Ça, c'est quelque chose d'important. Nous, on a beau, effectivement, le centre de formation, on sélectionne, nous, les candidats à l'issue des tests d'entrée qui nous permettent de définir le niveau technique équestre, les motivations et le projet professionnel. C'est une étape importante pour nous parce que ça permet d'établir un plan individuel de formation. Et ça nous permet aussi d'appréhender le caractère des candidats, ses capacités à s'adapter aux exigences de la formation en alternance. Et ça, c'est un vrai point clé aussi quand nous faisons ces entretiens-là et quand nous faisons ces sélections-là, parce qu'effectivement, ça va nous permettre de nous adapter et de voir un petit peu et éviter un petit peu les décrochages, quoi. Là, on a quelques exemples, nous, de stagiaires actuels donc, qui sont en ce moment en formation AE. Cette année, on a l'exemple d'un apprenti, là, pour revenir sur les entreprises tutrices. On a l'exemple d'une apprentie en formation initiale, donc elle sort du bac, elle est hyper motivée, et puis elle sort d'une écurie en fait où elle a surtout pratiqué du polo. Et effectivement, elle est accueillie dans un poney club qui n'est pas son club initial, où elle travaille beaucoup, surtout à l'entretien des chevaux et des écuries, combien même la monitrice tutrice, elle essaie de lui accorder le peu de temps qu'elle a à lui consacrer, et pour autant, ça démarre un peu, elle démarre un peu en marge de l'activité du club, et puis c'est tellement différent de ce qu'elle a pu avoir jusque-là que c'est compliqué, effectivement, pour elle de se maintenir en poste. Donc là, on a eu besoin, nous, effectivement, d'avoir vraiment un échange assez fréquent avec l'entreprise tutrice pour qu'effectivement, cette candidate, elle puisse rester accrochée, quoi, parce que c'était tellement en décalage de ce qu'elle avait fait jusque-là. Nous, dans notre fonctionnement, effectivement, il y a un temps de formation qui est délégué à l'entreprise pour qu'ils puissent justement les mettre à cheval et renforcer leur technique et leur connaissance du milieu équestre. Les jeunes, comme le disait Céline tout à l'heure, ils passent vraiment du stade amateur à professionnel et ils ne peuvent pas comprendre connaître ce qu'on leur a pas appris, quoi. Donc là, c'est important encore une fois, et je le répète, mais que l'entreprise qui accueille le stagiaire, elle ait vraiment le temps de s'en occuper. Dans bon nombre de cas similaires, en fait, c'est des candidats adolescents et sont les premiers à lâcher prise, quoi. C'est vrai que ces jeunes-là, ça les change un petit peu de la vie de lycéen. Ils se faisaient tout un monde d'aller travailler dans le cheval. C'était tout beau, tout rose. Et finalement, la réalité du terrain, c'est pas toujours simple, quoi. Là, on a un autre cas aussi de décrochage, où on a évité le décrochage. Mais c'est vrai qu'on avait mis une apprentie de 17 ans là en entrée en formation. Elle s'est retrouvée seule dès le premier jour de tutorat. Elle s'est retrouvée seule en cours avec les baby poneys, quoi. Pourtant, c'est un tuteur qu'on connaissait. Il nous confiait qu'il l'encadrait et suivait son apprentissage de près. Et finalement, on a découvert au fur et à mesure des entretiens des vacances d'octobre et de la Toussaint, et de décembre, qu'en fait, la stagiaire, elle était toute seule tout le temps, quoi. Et du coup, en échangeant avec l'entreprise tutrice, finalement, on a fait le choix effectivement de la changer de tutorat pour qu'elle puisse effectivement être maintenant suivie et accompagnée par une monitrice qui a le temps, parce qu'effectivement, ils sont plusieurs dans la structure et qu'effectivement, elle a le temps de s'en occuper. Ça nous permet aussi effectivement de pouvoir conserver les stagiaires dans une bonne dynamique.
Voilà. Là, on avait aussi le cas d'une candidate à l'AE qui, après plusieurs années de stage, alors parce que c'est des profils vraiment différents, elle était en maison familiale, donc elle a quand même fait beaucoup de stages et elle connaissait les centres équestres. Finalement, elle a choisi la voie de l'enseignement. Et puis, bien qu'avertie, finalement, au bout de quelques mois là, d'apprentissage, les exigences de son nouveau tuteur étaient tellement différentes de ce qu'elle avait vécu jusque-là, elle a préféré lâcher prise, quoi. En fait, tout ça, c'est vraiment pour relever que c'est important, effectivement, dans la formation d'un stagiaire à BP, que quand le binôme tuteur-formateur, ça fonctionne bien. Et évidemment que, très honnêtement, j'ai envie de dire 90% des cas, c'est positif et ça fonctionne comme ça. Et c'est quand même très important. On a des candidats qui trouvent chez leur tuteur des accompagnants professionnels très investis. Et puis, les professionnels qui les ont justement trouvent une vraie satisfaction à transmettre leurs compétences, leurs connaissances. Ils organisent, comme le disait effectivement, le préconisait plutôt Céline tout à l'heure, ils organisent le planning de l'écurie en adéquation avec l'apprentissage de l'élève. Et puis, ça permet aux stagiaires, en fait, après un temps d'accompagnement relatif, de se sentir plus légitime, capable. Et puis, effectivement, c'est une vraie bonne intégration, une vraie bonne évolution, en fait, pour les élèves dans le métier. Et en contrepartie, c'est aussi une vraie plus-value pour l'entreprise parce qu'effectivement, d'avoir pris le temps de s'occuper de son stagiaire, ça permet de laisser sa clientèle effectivement en toute confiance à un élève qui gagne en autonomie. En fait, voilà. Je souhaite mettre en évidence l'importance du choix de l'entreprise tutrice. Moi, c'est vraiment ce qui nous importe dans la formation parce qu'un tuteur qui a le temps de prendre en charge l'apprentissage de l'élève, de communiquer et d'évaluer avec l'organisme de formation, ça permet de définir au mieux le suivi du stagiaire. Et puis, ça permet de le former correctement aux exigences du métier. Pour le coup, il sera prêt, il sera confiant, il sera opérationnel. On sait aussi que aujourd'hui, l'expérience fera qu'au fur et à mesure du temps, évidemment, il sera meilleur. C'est aussi de notre côté une large ouverture aux entreprises, ce qui permet à ces dernières là de pouvoir transmettre leurs compétences aux jeunes et d'avoir l'opportunité de le faire parce qu'on est quand même beaucoup d'enseignants à avoir très envie de donner un petit peu de ce qu'on sait, effectivement, de transmettre un petit peu ce qu'on sait pour passer un peu le témoin comme ça. Et c'est important de s'investir dans l'apprentissage, on a besoin. Là, évidemment, en ce moment, pour venir dessus aussi, là, pour les entreprises, comme l'expliquait Céline, la législation actuelle sur l'apprentissage, elle est assez favorable et elle permet aux entreprises de pouvoir obtenir un salarié à moindre frais. Et je veux dire, pour les 18 ans, si ce n'est la fiche de paie et peut-être la mutuelle, il reste que ça. Chez nous, ça représente actuellement 80% des stagiaires AE et BP. Cependant, voilà, encore une fois, même si c'est très accessible pour les entreprises de prendre des stagiaires, je pense qu'il est vraiment important de se poser la question de savoir si on a, encore une fois, le temps de s'en occuper. Parce que effectivement, l'apprenti, lui, il est là, et puis quand ils sont en formation initiale, effectivement, ils ne connaissent rien et il faut avoir le temps de démarrer. Alors, et puis ça, là, pour un autre point sur la reconversion, ceux qui arrivent en reconversion professionnelle, parce que ça, on en a pas mal. En l'occurrence, nous, cette année, on a 2 élèves monitrices BP et une AE qui sont des ingénieurs en reconversion. Alors, évidemment, là, on n'a pas la même… Là, on ne rentre pas dans les mêmes cases, parce que ça, c'est vrai qu'on a déjà des gens qui sont… ça, c'est un vrai choix. Ils ne se posent pas la question. C'est assez souvent mûrement réfléchi quand même. C'est quelque chose qu'ils ont toujours voulu faire. Et puis, là, ils se donnent la peine de se reconvertir pour faire ce qu'ils ont toujours souhaité faire de leur vie. Donc là, on constate effectivement qu'on a des candidats très, très motivés, très dynamiques, épanouis. Et puis, effectivement, au travers des différentes formations, on voit bien que ça fonctionne plutôt très bien, quoi. Voilà. Bon, il y a quelques résultats sur les AE. Nous, on voit effectivement sur les 4 sessions de formation AAE et AE que nous avons faites jusque-là, sur 12 stagiaires au départ, on avait 10 stagiaires et 2 apprentis. C'est vrai qu'on en a 10 qui ont continué sur le BPGEPS. 9 qui ont obtenu le BPGEPS et en fait les 3 autres sont aujourd'hui salariés avec l'AE. Donc aujourd'hui en fait ça répond quand même à une vraie demande du terrain, du milieu, de pouvoir aussi travailler avec des animateurs.
Là, cette année, d'ailleurs, en l'occurrence, pour la session à venir, effectivement, on a rentré 12 élèves et 8 qui se destinent à partir sur BP et 4 qui ont déjà des promesses d'embauche. Donc ça veut dire aussi qu'effectivement, mais c'est pas Olivier, on a bien parlé tout à l'heure, c'est vrai que le milieu a des besoins et pour le coup, voilà. Donc pour revenir pour finaliser un peu tout ça, en fait, nous, en centre de formation, on estime qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et dans les choses à faire, c'est vrai qu'il est vraiment souhaitable dans un premier temps, là, quand on prend un candidat ou quand on veut former, c'est vraiment de prendre le temps d'entendre le candidat et de bien définir pour pouvoir faire un parcours de formation adapté, son âge, son niveau technique, sa culture équestre. Ça, c'est autant d'informations nécessaires à la conception de son PIF, de son plan individuel de formation, et du choix de l'entreprise tutrice adéquate. Parce que même si la plupart des poney clubs, assez souvent, ce sont les poney clubs qui nous envoient leurs candidats à l'AE, parfois, on s'aperçoit sur le terrain que parfois, c'est plutôt bien de les changer de maison, justement. Et en fonction des candidats, c'est important de faire des entretiens qui tiennent la route parce que ça permet de bien cibler. Et puis, en cours de formation, encore une fois, il faut prendre la température un peu morale des candidats. Nous, on fait un point retour sur la semaine. En fait, c'est un point assez important parce que chaque jeudi matin, par exemple, sur les AE, sur la première heure, les élèves en table ronde, ils échangent sur la semaine passée et ils formulent ce qu'ils ont fait. Ça permet de les confronter un petit peu au quotidien de chaque entreprise, des attentes différentes de chaque tuteur, de définir ce qui est courant dans les phases de l'apprentissage. Voilà, ça permet un petit peu de pouvoir placer le curseur, quoi. Et puis, ce qui est très, très important, nous, on trouve, et il faut absolument le faire, et encore plus, même si on le fait déjà beaucoup, je pense, c'est effectuer vraiment des échanges très réguliers sur l'évolution des stagiaires tout au long de la formation, par des contacts fréquents, des visites, des mails, des appels téléphoniques entre les organismes de formation et les entreprises. Tout ça a pour but de construire durablement l'apprentissage du stagiaire. C'est vraiment pour prévenir tous les décrochages. Et puis, si j'avais quelques petites choses à mettre entre guillemets à ne pas faire, en fait, à ne pas faire, ce serait de permettre effectivement l'accès à la formation sur 1 an à des candidats dont le niveau technique est insuffisant. On a vu avec Olivier effectivement que il y avait moyen quand même effectivement de pouvoir faire l'AE par exemple sur 2 ans et puis le BP aussi sur 2 ans. Parfois, ça peut être assez intéressant de le faire pour qu'effectivement ceux qui ont un niveau un petit peu comme ça. Voilà, il y a des micros d'ouvert. Enfin bref, ça devient un apprentissage sur plus long terme, mais c'est certainement beaucoup plus payant pour l'élève. Et puis il faut donc privilégier des formules de préformation, ça peut être intéressant. Ensuite, sur les entreprises tutrices qui n'ont pas, ne pas faire, voilà, c'est se dire je vais prendre un élève moniteur parce que en fait j'ai besoin de petites mains, quoi. Et en fait, dans le duo organisme de formation et entreprise, c'est important que le tuteur soit bien impliqué, qu'il ait le temps de s'impliquer dans l'apprentissage. La réalité du terrain, elle prend assez vite le dessus et on retrouve encore trop souvent, malheureusement, des candidats qui sont livrés à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas apprendre seuls, sans transmission, sans savoir. C'est comme ça qu'on se retrouve à entendre que les enseignants et les centres de formation, ils ne sont pas très bons, voire ils sont nuls et qu'ils ne font pas leur boulot. Mais en même temps, si on arrivait à avoir un trio qui fonctionne bien et qui s'accorde, on n'entendrait pas ces choses-là. Et puis la dernière chose qui nous semble super important, nous, effectivement, et ça, Céline l'a relevé, c'est on ne forme pas à un examen, nous, en fait. En formation, on essaye de former à un métier. Et effectivement, même si l'année, elle est validée par des certifications, l'intérêt premier de la formation et c'est l'apprentissage d'un métier, d'un milieu, de connaissances, d'accueil, de transmission, de partage. Bref, si le candidat il n'est pas prêt, en tout cas chez nous, si le candidat il n'est pas prêt, il ne faut pas hésiter à prolonger son apprentissage. Je pense que c'est super important. Et puis aujourd'hui, il y a plein de possibilités effectivement pour pouvoir faire des compléments de formation. Voilà, moi j'en ai terminé avec mon… Merci beaucoup Fabrice avec ce témoignage très concret et tout ce que tu nous as apporté. On arrive à la fin de cette visio. Il y avait quelques questions encore dans le chat auxquelles Olivier et Céline ont répondu. Il y en avait pas mal, c'était très intéressant. Merci à tous pour
y avoir contribué. C'est un sujet, on le sait, qui est majeur. On pourrait rester encore plus longtemps pour en parler, mais là, c'était vraiment de faire un focus sur à ce moment T en se disant que c'était important, en tout cas, d'aborder ces questions. Vous l'avez bien compris, l'idée est de dire allons recruter dans nos établissements avec ce schéma qu'Olivier vous présentait qui vous permet, je l'espère, d'aller retrouver à peu près par rapport au profil que vous avez les personnes que vous pouvez rentrer dans un circuit de formation et qui ensuite pourront travailler. Pour aller plus loin, quelques informations importantes pour vous. Déjà, c'est le site métier de la fédération. Souvent, il y avait pas mal de questions dans le chat où vous posez des questions et c'est tout à fait légitime de durée de formation, de niveau d'entrée, de contrat. Le site métier de la fédération vous permet de répondre à toutes ces questions et peut être aussi un outil pour vous quand vous avez des personnes qui vous demandent des renseignements. Sur ces questions de formation, on mène, Olivier en a parlé au tout début de la visio, le comité mène une réflexion aujourd'hui pour proposer des assises de la formation qui vont être des assises, j'allais dire, des métiers de l'enseignement, parce qu'on voit dans toutes les interventions qu'il y a eu, dans les échanges qu'on a à se poser pour échanger, discuter, parler de ces questions-là qui sont fondamentales pour nos structures. C'est quelque chose qui va être lancé dans les toutes prochaines semaines et on reviendra naturellement vers vous là-dessus pour qu'on parle, j'allais dire, mais de façon plus posée de toutes ces questions pour les années à venir. Dans l'immédiat, vous l'avez vu, la fédération elle a lancé un important plan de communication sur les métiers pour les recrutements de formation et de septembre. Vous avez dû les voir passer, c'est notamment sur les réseaux sociaux où il y a énormément de publications qui ont été sponsorisées pour créer du flux et permettre aux gens de s'orienter après à nous de les capter et de les rentrer. Et enfin, la dernière info pour vous, c'est que la fédération proposera lors de l'Open de France cet été un tout nouveau concept qui va être un job dating sur la semaine club, c'est-à-dire la semaine du fin du mois de juillet, à la fois pour les recrutements en formation et pour les recrutements en emploi, puisque c'est un public qui est captif, c'est un public qui est dans les critères, on va dire, d'âge sur ce championnat de France. C'est là où tout le monde est rassemblé. Et là encore, c'est un outil que porte d'ailleurs Céline et qui reviendra peut-être dessus plus longuement avec une communication dans les prochaines semaines pour concrètement trouver des solutions et apporter des rencontres entre les centres de formation, les employeurs et les possibles candidats ou personnes à la recherche d'emploi. Voilà, on aurait pu encore largement parler de tout ça, mais le temps court et on ne voudrait pas vous prendre plus longtemps parce qu'on essaye de tout tenir dans 1 heure. Un immense merci à vous d'avoir participé à cette visio, à Olivier Simon, Céline Marche et Fabrice Coussière qui l'ont animé et qui vous ont présenté tout ça. Côté visio de la fédération, on se retrouve nous la semaine prochaine. Il y aura une visio sur le dispositif Poney École où les inscriptions sont encore ouvertes pour justement aller recruter des nouveaux publics. Cette fois-ci, on parle de clients. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne après-midi. À bientôt. S'il y avait encore des questions qui n'ont pas été répondues, n'hésitez pas à appeler la fédération et ils y répondront avec grand plaisir. Un immense merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup.